Notre attente principale, c'est d'avoir un document de qualité permettant de fédérer tous les partenaires techniques et financiers qui, au Bénin, viennent nous appuyer dans le développement de ces espaces, surtout dans la réduction de la vulnérabilité des femmes. Nous sommes en train de faire aujourd'hui, concernant ce rapport de vulnérabilité au niveau des frontières à valider, est vraiment important pour embrasser chaque coin et recoin de la vulnérabilité afin d'y trouver des solutions capables de réduire le phénomène. L'autonomisation des femmes sera une réalité tangible à condition qu'elle soit intimement associée au processus décisionnel et ont la possibilité de participer à la réalisation de toutes les politiques visant leur épanouissement. Plusieurs programmes et projets sont initiés par le gouvernement du président Patrice Talon en collaboration avec les partenaires en vue d'une meilleure prise en charge des femmes. Ceci passe nécessairement par le renforcement de leur pouvoir économique, gage de leur autonomisation et la sensibilisation de toute la communauté à accompagner ce processus de changement social. La journée de ce mardi 8 août 2023 n'a pas été de tout repos pour le président de la RAC, Rémi Prosper Moridi, et ses conseillers. Deux activités sont enregistrées au siège de l'institution à Cotonou. La première, l'installation de l'honorable Marcellin Aronokun, désormais conseiller à la RAC. Il vient ainsi combler le vide observé suite au décès le 18 mai 2023 de l'ex-conseillère Belekessou Ali Machifa. M. Tasso Marcellin Aronokun est nommé membre de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication pour la 6e mandature en remplacement de Feu Belekessou Ali Machifa, décédé le 18 mai 2023. Désormais, vous avez changé, si vous me permettez, le thème de veste. Aujourd'hui, vous devez pouvoir réguler les médias. Une fois encore, soyez les bienvenus. Et c'est sur ces mots que je vous déclare installé comme conseiller à la 6e mandature de la RAC. Moi, j'aimerais placer ce mandat sous le signe du respect de la presse. Le signe du respect de la presse. Les communications, les informations sont l'importance des médias dans un pays, dans un État de surplus démocratique n'est plus à démontrer. Surtout en cette période de digitalisation des organes de presse, il est impérieux que l'on y veille beaucoup. Donc la tâche qui nous incombe ici, nous le savons, nous le mesurons à juste titre. Et nous estimons qu'avec les professionnels des médias que vous êtes, nous devons nous comprendre et travailler, réfléchir pour que la presse puisse contribuer réellement à l'épanouissement politique, économique et social de notre pays. C'est incontournable la presse. C'est désormais chose faite. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication remet de façon officielle la carte de presse aux professionnels des médias. Moment tant attendu. Cette carte biométrique regorge de plusieurs avantages au profit des détenteurs. Nous nous réjouissons de la disponibilité aujourd'hui des cartes de presse. Pendant longtemps, on a fait le plaidoyer pour que ces cartes puissent être établies parce que ça fait quand même plusieurs mois maintenant que les acteurs de médias n'ont plus leur carte de presse à jour, alors que ça reste un élément important pour la qualité, prouver même sa qualité en tant que journaliste. Donc les cartes de presse sont aujourd'hui disponibles et on se réjouit, on se félicite tous parce que nous avons tous contribué à l'aboutissement de ce long processus. Le message important aujourd'hui, c'est surtout inviter les acteurs des médias à rester mobilisés comme d'habitude et à sortir
massivement pour récupérer leur carte de presse. Au moment du retrait de la carte, il faut prouver sa qualité en tant que journaliste et quand on regarde le temps depuis le lancement, le dépôt des différents dossiers pour l'établissement de la carte à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mutations. Il y en a qui ne sont plus dans des organes, il y en a qui ne sont plus également en position de journaliste. Donc c'est important aujourd'hui pour qu'en allant récupérer sa carte, on puisse prouver sa qualité actuelle. Est-ce qu'on est toujours journaliste? Est-ce qu'on est dans un organe? Est-ce qu'on n'est plus dans son organe d'origine? Et l'autre particularité aussi par rapport à ces nouvelles cartes-là qui sont disponibles, c'est que on peut se faire établir la carte à tout moment. Donc, il y a une nouvelle dynamique dans la délivrance de la carte de presse et toutes les personnes qui se retrouvent dans une nouvelle situation peuvent demander leur carte à tout moment. Et c'est la deuxième activité enregistrée ce mercredi 8 août 2023 au siège de la RAC à Cotonou. Chaque régime qui accède au pouvoir au Bénin fait un effort pour préserver ce qui est un acquis. Il peut y avoir des moments où les journalistes, les professionnels des médias ont le sentiment que leur espace est restreint. Ça peut arriver et cela peut se justifier. En l'occurrence, lorsqu'on parle aujourd'hui de la liberté de presse, que beaucoup de professionnels des médias ne se retrouvent pas parce que le respect qu'ils doivent avoir aussi par rapport à ce qui est leur breviaire, c'est-à-dire la déontologie, ce respect n'est pas de mise. Et dans ces conditions-là, souffrez que de temps à autre, les professionnels des médias remettent en cause leur liberté. Aujourd'hui, vous avez des chaînes en ligne qui sont autorisées. Vous avez la presse écrite qui foisonne de plus d'une centaine de parutions quotidiennes avec les mensuels et les hebdomadaires et les journaux spécialisés. Vous avez plus de 112 journaux qui ont une existence légale. Et vous avez des chaînes de télévision qui travaillent sans restriction. Et la RAC, en ce qui concerne la régulation, n'intervient que lorsque il y a dérapage ou mise en danger de la cohésion nationale. Dans ces conditions-là, je peux me réjouir de ce qu'un pas est fait et que nous demeurons comment dirais-je, le garant de la protection de la liberté de presse au Bénin. Je peux vous dire que ce que vous faites en tant que journaliste, vous contribuez à l'œuvre d'un service public de la presse. Voyez-vous, c'est comme la justice, c'est comme la santé. L'information, lorsque elle n'est pas faite de manière professionnelle, lorsque pas faite avec conscience, et surtout lorsque vous manquez de tout, votre objectivité prend un coup et la qualité de votre production aussi ne permet pas d'augurer d'une presse responsable et qui contribuera au développement de notre nation. C'est pour cela que d'ailleurs les résultats auxquels vont aboutir, je ne vais pas trahir un secret, les concertations telles que le président de la République nous l'avait assigné, les résultats aboutiront à des propositions qui permettraient d'avoir dans notre pays une presse de qualité, responsable et qui n'a qu'un seul objectif, informer à travers des éléments de qualité, des éléments qui permettent à notre jeunesse, à notre population marginalisée de pouvoir se raccrocher au train de développement qui est lancé depuis quelques années dans notre pays. L'aide de l'État à la presse, nous sommes en train de mener dans le cadre de la réforme des propositions qui permettront au gouvernement de réformer cette aide de l'État à la presse. Il va falloir assainir la maison, d'accord, pour que l'aide de l'État aille véritablement aux professionnels qui le méritent,
des vrais, ceux qui vivent de la profession et qui sont capables d'apporter une plus-value sur le plan de la production intellectuelle qui alimenterait vos différents organes, que ce soit la presse écrite, que ce soit la télévision ou les chaînes, les nouvelles technologies qui, comment dirais-je, qui naissent et qui font aujourd'hui que nous avons une variété dans le paysage audiovisuel et de la presse aujourd'hui. Malgré les changements sociaux qui font que la majorité des femmes travaillent en dehors de la maison et contribuent de manière substantielle aux charges du foyer, force est de constater que c'est toujours elles qui s'investissent davantage dans les tâches domestiques. Ce phénomène tire son origine dans la construction sociale du genre. La construction sociale du genre, c'est le fait que selon qu'on est masculin ou féminin, on est destiné à certains rôles dans la société. C'est-à-dire qu'on voit les hommes plus destinés à telle activité et que les femmes telle activité, et on répartit les activités, les rôles sociaux dans cette dynamique-là. Donc cette construction sociale du genre fait même que à la maison, il y a déjà au niveau des parents une certaine vision des activités domestiques. C'est-à-dire que le garçon est destiné par exemple à faire telle activité, tandis que la femme est destinée à d'autres types d'activités. Quand l'enfant naît, il naît soit garçon ou fille. Et quand il naît garçon ou fille, nos réalités socio-culturelles font qu'on traite différemment ces enfants. Effectivement, chaque enfant doit être traité différemment, mais pas dans le quotidien. Puisque quand il s'agit d'un garçon, on ne peut pas porter par exemple une robe à un garçon, non. Il faut apprendre au petit garçon qu'il doit s'habiller en culotte et chemise, et à la petite fille qu'elle doit porter une robe ou peut-être une jupe et un haut. Selon la loi numéro 2015-08 du 23 janvier 2015, en son article 13 portant Code de l'enfant en République du Bénin, tous les enfants sont égaux en droits et devoirs à l'égard de leurs parents. Il faut donc de la flexibilité en la répartition des travaux domestiques. Un enfant garçon peut faire la lessive, un enfant garçon peut laver les plats, un enfant garçon peut ranger la chambre, peut ranger tout ce qu'une fille est supposée faire selon nos communautés. Mais malheureusement, de nos jours, on constate que, on dit souvent, les filles, pour vous, c'est la lessive, c'est la vaisselle, c'est ranger la chambre. Mais pour les garçons, on ne les lie souvent pas aux travaux domestiques. Les garçons ont le droit d'aller jouer, de faire le foot, les PS2 et autres. On ne les associe pas très souvent aux travaux domestiques et c'est ce qui n'est pas très bien. La dynamique de la vie aujourd'hui demande à ce que l'enfant soit exposé à un environnement où il puisse développer toutes les compétences. Si c'est la vaisselle, qu'on puisse laisser. Et pendant une période, le garçon fait cette activité. Et pendant d'autres périodes, laisser aussi les filles aussi, que ça soit fait de façon indifféremment. La répartition des tâches domestiques faites aux enfants en fonction du sexe est l'une des principales causes des obstacles qu'observent certains quand ils deviennent adultes. Désormais indépendants des parents, ils se retrouvent parfois incapables de faire certaines tâches ménagères, source de conflits, voire de souffrance au sein des couples. Quand les enfants grandissent et quittent leurs parents, force est de constater que ceux-là ne sont capables de rien faire. C'est des gens qui se comportent comme si il y a une bonne à tout faire là, eux autres ils ne doivent rien faire. C'est quand ils sont encore en milieu étudiantin ça. Mais quand ils se marient, c'est là tous les problèmes commencent. C'est là on dit, papa rentre du bureau, papa ne doit rien faire, c'est maman qui doit tout faire. C'est surtout au niveau des garçons. C'est à cause de ça qu'il faut apprendre ça à bas âge. Il faut apprendre ces choses-là aux enfants, lorsqu'ils sont des enfants. Parce que après, lorsqu'eux aussi vont devenir grands, ils vont aussi s'habituer à faire ça. Dans le même temps, au niveau des filles, il y a des frustrations. Pendant que la fille a peut-être eu envie de jouer pendant l'enfance, la maman dit non, toi tu dois aller aux travaux domestiques et le garçon a eu cette chance-là. Ça peut l'amener à répéter cela dans sa famille. Dans sa famille, les filles n'ont pas droit aux distractions et autres là. Et puis, c'est une continuité. Ainsi de suite, ça va se passer. Cette fille-là, il peut arriver qu'elle se dise, je ne suis bonne à rien, je sais seulement faire les travaux domestiques. La prise de décision, le pouvoir de décision, elle n'a pas ça dans son ménage.
Et même dans sa vie professionnelle, elle rencontre tellement de difficultés. Comme l'a instauré notre communauté, la femme s'occupe généralement du ménage. Toutefois, l'homme a aussi un rôle à jouer dans l'entretien de la maison. On ne va pas laisser la femme seule à toutes les choses, à tous les travaux ménagers. Si tu vois, ta femme est vraiment occupée, préoccupée, et tu as le temps, et tu ne fais pas quelque chose, tu peux l'aider. Normalement, ce qui est recommandé, c'est que et l'homme et la femme doivent mettre la main ensemble, doivent mettre la main à la pâte, doivent conjuguer leurs efforts pour l'entretien de leur foyer. Pour résoudre ce problème, la tendance naturelle est d'envisager un partage absolu des tâches. Il serait donc préférable d'être souple tout en étant équitable dans toute répartition de tâches au sein des ménages. Aux parents, ils doivent dès le bas âge veiller à impliquer les garçons comme les filles dans toutes les tâches domestiques sans aucune différenciation de sexe. Le régime militaire du Niger, issu d'un coup d'État, a accusé mercredi la France d'avoir violé la fermeture de l'espace aérien nigérien et libéré des terroristes. Le colonel-major Amadou Abdraman, membre du CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a lu lors d'une intervention télévisée un communiqué accusant Paris de vouloir déstabiliser le pays. À travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir d'une façon unilatérale libéré des éléments terroristes prisonniers. Selon le CNSP, les forces françaises auraient fait décoller mercredi matin de N'Djamena au Tchad un avion militaire sans autorisation. En fin d'après-midi, la France a démenti les allégations du régime militaire, affirmant que ce vol avait été coordonné avec l'armée nigérienne. Cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6h39 à 11h15 locales. Ces actes ci-dessus énumérés nous confortent dans notre analyse de la situation. Nous assistons à un véritable plan de déstabilisation de notre pays. Ces accusations contre l'ancienne puissance coloniale dans la région, particulièrement prise pour cible depuis le coup d'État du 26 juillet, surviennent à la veille d'un sommet de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest au Nigeria. La CEDEAO a menacé la junte d'une intervention armée si le président nigérien Mohamed Bazoum n'était pas rétabli dans ses fonctions. Sanoussi Lamido, l'un des chefs traditionnels et religieux les plus en vue d'Afrique de l'Ouest, s'est rendu mercredi à Niamey, la capitale du Niger, pour rencontrer les putschistes du pays. L'ancien émir de Kano, chef de la communauté soufie du Nigeria et ancien gouverneur de la Banque centrale nigériane, a pu rencontrer le chef du coup d'État, le général Abdurrahman Tchiani, ancien chef de la garde présidentielle de Bazoum. Ce qui a été discuté lors de cette rencontre n'a pas été divulgué. La visite de Sanoussi intervient un jour avant un sommet régional de la CEDEAO, ce jeudi au Nigeria, pour déterminer la réponse du bloc au non-respect par la junte nigériane de son délai de libération du président Mohamed Bazoum. La nouvelle junte militaire nigérienne a pris des mesures ces derniers jours pour s'installer au pouvoir et a rejeté les efforts internationaux de médiation. En début de semaine, elle a empêché les émissaires de l'Union africaine, des Nations unies et de la CEDEAO de se rendre au Niger. L'Union européenne estime qu'il y a encore de la place pour des efforts de médiation au Niger, 2 semaines après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. La CEDEAO étant le principal acteur dans la région, l'UE a dit soutenir toutes les décisions qui seront prises à l'issue du sommet de l'organisation ouest-africaine qui aura lieu jeudi à Abuja, la capitale du Nigeria. À ce stade, l'Union européenne reste convaincue qu'il existe une marge de manœuvre pour des efforts de médiation. Nous n'irons donc pas au-delà. Il est très important de garder à l'esprit qu'il y a un sommet extraordinaire de la CEDEAO à venir. La CEDEAO est le principal acteur régional dans cette affaire. L'Union européenne a déclaré qu'elle soutenait fermement les décisions, les actions et les efforts de cette organisation
visant à trouver une solution. Lors de la conférence de presse qui s'est tenue mardi à Bruxelles, le porte-parole de la Commission européenne a réaffirmé la suspension de toute coopération avec le Niger. Toutes les activités sont actuellement suspendues, qu'il s'agisse de l'assistance financière ou de la coopération en matière de sécurité. Nous ne travaillons pas avec les autorités illégitimes du Niger. Le prochain sommet des dirigeants ouest-africains devrait mettre un terme à l'incertitude qui règne dans la région quant à savoir si la CEDEAO mettra à exécution sa menace d'intervention militaire au Niger. Les combats au Soudan, déchirés par la guerre entre l'armée et les forces de soutien rapide, ne montrent aucun signe d'essoufflement. Le 8 août, l'armée soudanaise a intensifié ses efforts pour progresser dans la capitale, Khartoum. Le but est de prendre le contrôle d'un pont sur le Nil dont les FSR se servent pour acheminer renforts et munitions depuis 2 villes adjacentes à la capitale, Omdurman et Bahri. Les forces du général Mohamed Hamdan Daglo ont répondu vigoureusement à l'offensive de l'armée pour conserver leur avantage territorial à Khartoum. Cela a donné lieu à de violents affrontements dans les quartiers résidentiels de la capitale. Les deux parties ont revendiqué des avancées militaires ces derniers jours, mais il n'y a aucun signe d'une percée décisive. D'après des activistes basés à Omdurman, au moins 9 civils ont été tués. Plus de 4 millions de personnes ont été déplacées depuis le début du conflit, selon les dernières données de l'ONU. Le gouvernement kényan et l'opposition ont lancé mercredi des discussions dans l'espoir de mettre fin à des manifestations meurtrières contre la hausse du coût de la vie. Un an jour pour jour après l'élection présidentielle qui a vu le président William Ruto l'emporter devant le vétéran de l'opposition Raila Odinga, les grands des deux rivaux sont revenus à la table des négociations. Le dialogue, la paix, la stabilité et la prospérité au nom desquels nous sommes réunis ici ne sont en aucun cas des problèmes de parti, ce sont des préoccupations kenyanes, ce sont nos aspirations en tant que peuple du Kenya. Nous ne négocierons pas, et c'est important pour nous, une quelconque forme de partage du pouvoir avec l'alliance Kenya-Kwanza, et nous ne ferons pas passer nos intérêts personnels avant ceux de notre peuple. Un an après son élection, William Ruto fait face à un mécontentement croissant, accusé de renier ses promesses de campagne en faveur des plus défavorisés. Après avoir supprimé des subventions sur les carburants et les produits alimentaires, il a promulgué fin juin une loi de finances qui augmente certaines taxes. Nous venons ici avec bonne foi, en mettant en avant les intérêts du peuple kényan. Nous venons ici déterminés à chercher des solutions durables pour notre grand pays, le Kenya. Les deux camps ont d'ores et déjà exclu toute possibilité d'un partage du pouvoir pour sortir de la crise. Raila Odinga s'est dit prêt ce week-end à redescendre dans la rue si les demandes de l'opposition n'étaient pas satisfaites. Ce mercredi, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa s'est adressé à plus de 150 000 partisans dans la capitale Harare lors d'un rassemblement pour son parti ZANU-PF. Au Zimbabwe, les élections générales se dérouleront le 23 août dans un climat tendu à cause de la répression de la dissidence et d'une population mécontente luttant contre l'hyperinflation. Nous sommes un État souverain et les partenaires sont les bienvenus pour nous aider en fonction de nos propres priorités. Nous appelons à la suppression inconditionnelle des sanctions illégales et injustes imposées au peuple du Zimbabwe. Les observateurs craignent d'éventuelles irrégularités électorales dans un pays dirigé par le même parti depuis l'indépendance en 1980 et qui a une longue histoire de vote contesté. Le ZANU-PF est le seul parti populaire et il possède des capacités de mobilisation et d'organisation inégalées.
and organizational capabilities. Mnangagwa, 80 ans, est au pouvoir depuis 2017. Il affrontera pour la deuxième fois Nelson Chamisa, un avocat et pasteur de 45 ans qui dirige la Citizen Coalition of Change, le plus grand parti d'opposition du pays. Au Zimbabwe, Nelson Chamisa, leader de l'opposition, a présenté mardi soir son programme électoral dans un manifeste d'une centaine de pages. Son parti, la Coalition citoyenne pour le changement, le CCC, a pour objectif de mettre fin au règne ininterrompu de 43 ans du parti au pouvoir, le ZANU-PF. Le CCC a pour ambition de libérer tous les prisonniers politiques, promet des salaires décents aux Zimbabwéens, une éducation et des soins de santé gratuits et universels. Notre nation a connu un passé troublé et nous avons traversé de nombreuses épreuves. Mais notre nation ne doit pas regarder en arrière. Elle doit regarder devant elle. Et je vois en la personne de Nelson Chamisa un visionnaire. Le parti souhaite également abolir le dollar zimbabwéen afin de stabiliser l'économie et de s'attaquer à la corruption en introduisant une nouvelle législation stricte et en mettant un terme aux flux financiers illicites. Bâtissons ensemble les bases de la civilisation, reconstruisons nos industries. Bulawayo était surnommée la ville des fumées, une ville qui fumait par la présence de toutes ses usines. Les usines de la NRZ représentaient une sorte de plaque tournante pour toute la région. L'opposition zimbabwéenne fait face à de nombreux défis à 2 semaines des élections présidentielles et législatives du 23 août. S'engageant à reconstruire le pays, Chamisa promet à ses électeurs un Zimbabwe moderne et réconcilié.